Salut, donc j'ai préparé un petit document pour te parler des différentes manières de repérer des mauvais candidats, donc essayer d'éviter ces mauvais candidats, ou du moins de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites et d'être en mesure d'en parler aux clients. Donc, petit rappel, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer chez un candidat? Donc, c'est des compétences sur des technos, sur des savoir-être, des choses comme ça. Mais la plupart des choses, c'est des technos et des outils pour faire simple. Donc, en gros, il ne faut pas se contenter d'avoir un oui, oui, je maîtrise, ah oui, oui, je maîtrise très bien Java. Il faut demander à son candidat pourquoi, pas pourquoi, mais combien de temps il a travaillé avec Java, dans quel poste, euh, sur quelle version, etc. Enfin voilà, il faut en savoir plus. Et puis, si tu peux, demande-lui d'illustrer avec des exemples concrets. Bah, qu'est-ce que tu as fait exactement avec Java? Est-ce que tu as fait de la conception? Est-ce que tu te contentais de faire du code? Il y avait une équipe? Combien étiez-vous? Enfin voilà, d'aller plus loin. Donc, ces exemples concrets, c'est important parce que ça va aussi aider à mettre en relief et à donner un peu plus de consistance sur la maîtrise. S'il ne maîtrise pas, notamment par exemple pour des méthodes ou pour des bonnes pratiques, c'est pas forcément grave. C'est toujours mieux, hein. Quelqu'un qui s'intéresse à un sujet versus quelqu'un qui l'a déjà pratiqué ou qui a déjà été confronté à la réalité de ce sujet, c'est pas la même chose, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même pour quelqu'un qui maîtrise, il faut que tu testes son intérêt. Est-ce qu'il a envie d'aller plus loin? S'il ne l'a pas fait, est-ce que ça lui parle? Est-ce qu'il sait ce que c'est? Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pour faire de la veille ou faire des recherches? Est-ce qu'il a fait des tests? Est-ce qu'il a fait des mini-projets à la maison? Des choses comme ça. Donc voilà, ça c'était un petit rappel. On passe au concret. Donc le top 10 des développeurs qu'on veut éviter. Donc, un, c'est celui qui n'est pas flexible sur les technos et qui n'a pas envie d'évoluer. J'ai eu même plusieurs fois, ça m'est arrivé, mais c'est quand même assez rare, un dev qui m'a dit que bah, il travaillait aujourd'hui sur Java 8, donc idéalement, il préférait un poste sur Java 8. Bah non, Java 8, c'est une version ancienne. Donc aujourd'hui, on doit être à la version, je ne sais même plus, 17, 18. Donc, donc c'est un peu bizarre et c'est quelqu'un qui n'a pas compris son métier. Le métier de dev, c'est très vite obsolète. Si son prochain poste c'est sur Java 8, tu peux être sûr qu'il n'aura pas de boulot d'ici 3 ans et il ne connaît rien d'autre. Après, en plus, il connaît mal son métier puisque normalement, les versions évoluent pas tant que ça. C'est rare, parfois, de passer d'une version à l'autre où on ne s'y retrouve plus du tout. Il y aura toujours une grosse base de code qui sera capable de produire. Donc, bref, donc c'est normal d'avoir des préférences, comme je dis dans le document, mais il faut être flexible, il faut être curieux, il faut être prêt à changer. Donc, un exemple de question pour évaluer ça, c'est de dire bah, quels sont les technos ou quels sont les outils que vous maîtrisez le mieux et avec quels technos aimeriez-vous travailler. Voilà. Le deuxième type de développeur que tu ne veux pas rencontrer ou que tu n'as pas envie d'envoyer chez tes clients, c'est celui qui ne sait pas pourquoi il aime son boulot. Euh, un développeur, il doit aimer se creuser la tête, résoudre des problèmes. En gros, il passe ses journées à faire ça. Donc, si tu rencontres un développeur qui ne sait pas trop, ou voilà, c'est pas son moteur, il va te dire, ah bah, c'est l'équipe, moi, ce qui me motive, c'est d'aller au travail, d'avoir une bonne ambiance, etc. C'est bien, mais il faut qu'à un moment, il te dise qu'il aime résoudre des problèmes. Ou à un moment, il y a aussi l'aspect fonctionnel qui peut être intéressant. Donc, parce que ça montre que le développeur est capable de prendre un peu d'abstraction et de comprendre que euh, en comprenant le vrai besoin et les aspects fonctionnels, ça a un impact sur la technologie qu'on va choisir et sur le développement en lui-même. Mais en tout cas, voilà. Euh, et donc, bah, la question ou les questions que tu peux poser, c'est pourquoi aimez-vous votre métier? Qu'aimez-vous faire dans votre quotidien? Ensuite, celui que tu ne veux pas envoyer chez ton client, c'est celui qui ne se tient pas à la page. Donc, il faut qu'il te dise qu'il fait de la veille. Voilà. Donc, en gros, donc là, je lis le document, mais s'il ne sait pas trop te parler de techniques ou des méthodologies qui apportent quelque chose, en gros, de ce qui rend des nouveautés qui sont intéressantes pour lui, bah, c'est un peu, bah, c'est un candidat bof, quoi. Donc,
la question que tu peux poser pour aller un peu dans cette direction-là, c'est est-ce qu'il y a des technos ou des méthodologies de travail que vous trouvez intéressantes et que vous avez envie d'expérimenter. S'il expérimente déjà, on peut aussi dire ou que vous avez, avec lesquels c'est impératif pour vous de travailler, que vous voulez retrouver dans votre quotidien. Mais en tout cas, d'explorer cette partie-là, c'est super important. Euh, Celui qui ne sait pas sur quelle version de langage il travaille, c'est quand même assez rare, mais ça fait partie des questions que tu peux poser. C'est sur quelle version du langage, par exemple, sur quelle version de Java travaillez-vous et quelle est la dernière version. Et après, tu peux lui poser, on va dire, quelles sont les différences entre la dernière version et sa version du langage, ou du moins, qu'apportent les dernières versions. Donc alors, c'est quand même rare, les candidats qui ne savent pas répondre à la question de quelle version du langage utilisez-vous. Mais moi, j'en ai rencontré, c'est pour ça que j'ai mis l'exemple. Et c'est un truc bizarre, en fait. Ça montre que c'est un peu quelque chose d'étrange. Après, sur les différences entre les versions et entre la version qu'il utilise et les dernières versions, bah, c'est pas trop grave d'être approximatif. Et c'est pareil, s'il ne sait pas te dire euh, quelle est la dernière version, il saura au moins te dire à peu près. Sinon, là encore, c'est bizarre. Alors, autre candidat à éviter, ou du moins un indice qui montre que peut-être c'est pas un très bon candidat, c'est celui qui ne fait pas de test unitaire ou de test d'intégration. Je ne l'ai pas noté, mais c'est surtout les tests unitaires sur lesquels tu peux creuser. Mais en tout cas, les tests d'intégration, normalement, c'est aussi le job des devs de le faire. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, c'est important. Par contre, une réponse entre guillemets acceptable, c'est qu'il n'a pas le droit d'en faire, ou du moins que son management souhaite qu'il en fasse le moins possible, ou en gros, voilà, pour faire avancer, gagner du temps. Ça peut faire partie des choses qui sont retirées, et c'est une plutôt mauvaise pratique, mais bon, ça arrive. Donc voilà, mais en tout cas, comme je le disais au tout début, s'il ne pratique pas, il faut au moins que tu ressentes que ça l'intéresse, qu'il aimerait en faire. Donc la question à poser, c'est faites-vous des tests unitaires, faites-vous beaucoup de tests unitaires ou faites-vous des tests unitaires. Et puis, on peut aussi demander quel est l'intérêt des tests unitaires. Donc l'intérêt, c'est bien entendu de tester son code, se rendre compte si ça marche ou ça ne marche pas. Mais en fait, les tests unitaires, ça a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a aussi un impact sur la façon dont on rédige son code, la façon dont on le structure, puisqu'un test unitaire va essayer de tester chaque fonctionnalité une à une, ce qui oblige à séparer les différentes fonctionnalités et à ne pas avoir ce qu'on appelle des dépendances, c'est-à-dire que ce code ne fonctionne pas ou cette fonctionnalité ne fonctionne pas sans cette fonctionnalité. Donc le fait de faire des tests unitaires et donc de tester une à une les fonctionnalités ou les bouts de code, bah, ça fait que on a un logiciel qui est plus facilement maintenable et qui est de meilleure qualité. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais ça peut être intéressant de poser cette question sur l'intérêt des tests unitaires pour voir si le candidat est capable d'aller un peu plus loin que simplement de dire bah, on s'assure qu'on fait de la qualité et qu'on ne va pas livrer quelque chose qui ne marche pas. Euh, oui, c'est ça. Alors, sur les bonnes pratiques, c'est quelque chose qui est très attendu. Et en gros, ce que tu veux trouver, c'est quelqu'un qui va spontanément te parler des bonnes pratiques. Puisque bien sûr, si tu demandes à un développeur, vous pensez que les bonnes pratiques, c'est important? Un développeur qui n'est pas trop bête va dire, oh oui, 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 monsieur le recruteur, bien sûr que c'est très important, je fais très attention à la qualité de mon code. Mais voilà, donc spontanément, quelqu'un à qui tu demandes bah, qu'est-ce qui est important pour vous dans le prochain environnement de travail que vous allez avoir, ou qu'est-ce qui fait que un environnement de travail vous plaît ou vous plaît moins, bah, qu'il parle des bonnes pratiques, de la qualité de code, du partage entre des devs, etc. C'est c'est quelque chose de positif. Donc là, les questions, c'est dans quel type d'environnement souhaitez-vous travailler? Quelles sont les bonnes pratiques importantes dans le développement logiciel? Décrivez-moi les meilleurs postes où vous avez travaillé en termes de bonnes pratiques.
puisque là aussi, euh, le fait d'évoluer dans un environnement où il y a ces bonnes pratiques, c'est très contraignant et donc ça le pousse à bien travailler et à prendre de bonnes habitudes. Juste pour compléter ça, j'ai pas mal de développeurs qui m'ont dit qu'au début, ça les enquiquinait de faire de la relecture de code, de suivre des normes de développement, d'avoir à appliquer certains design patterns, des choses comme ça. Même si les design patterns, ils sont là, on ne s'en rend pas trop compte, mais en tout cas, bref, de suivre certaines bonnes pratiques, au début, ça les saoulait un peu. Et en fait, après, ils se sont dit, maintenant, je ne peux pas imaginer travailler sans ça. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant d'aborder ces sujets et de voir un peu quel est le positionnement de ton candidat sur ces choses-là. Alors ensuite, il y a celui qui a travaillé dans des environnements sans qualité, sans véritable exigence. Ça revient un peu à ce qu'on disait maintenant, mais en gros, c'est ça. On prend assez vite des mauvaises habitudes. Elle est pas mal. Je vois l'illustration qu'a choisi Alexis. Et je trouve qu'elle est pas mal. Mais donc les questions que tu peux poser par rapport à ça, c'est quelles étaient les contraintes liées au projet, performance, sécurité, qualité. Donc ça, c'est trois contraintes, par exemple, typologie de contraintes. Euh, et puis, parlez-moi du processus de développement, l'organisation du travail. Et là, c'est euh, l'aspect méthodologie, l'aspect travail d'équipe, partage, etc. C'est ces sujets-là que tu veux aborder. Ensuite, dans les développeurs que tu ne veux pas envoyer à tes clients ou que tu préfères éviter, il y a celui qui a toujours travaillé seul ou seul sur ses projets ou sur ses postes. Alors, c'est pas toujours vrai parce que euh, on peut aussi, mais bon, en gros, ce que je veux dire par là, c'est on apprend toujours mieux ou souvent mieux quand on travaille à plusieurs, quand il y a de l'échange de compétences, etc. Euh, donc, il faut un peu se méfier de ceux qui travaillent seuls. Là encore, on prend aussi des mauvaises habitudes par rapport à la rédaction du code, par rapport à la façon de travailler. Quand on n'est plus habitué à travailler avec une équipe, on a parfois des mauvais réflexes. C'est un peu difficile de s'y remettre et de réavoir ses bonnes pratiques. Là encore, apprendre avec des pincettes, c'est pas toujours vrai. D'autant plus si pour ton client, enfin si chez ton client, il va travailler seul. Parce que là, ça peut être peut-être l'inverse, d'accord? Même si en termes encore une fois, en termes de développement des compétences, c'est toujours pas mal d'avoir travaillé en équipe. Donc les questions, c'est quels sont les projets où vous étiez seul sur le dev et ceux où vous aviez collaboré, et puis en moyenne, combien de personnes travaillent avec vous sur un projet. Et il faut faire attention, il faut aussi un peu creuser parce qu'il y a travailler en équipe et travailler en équipe. En gros, c'est aussi de demander comment s'organiser le travail sur vos devs. Est-ce que vous étiez plutôt seul ou est-ce que finalement il y avait beaucoup de mise en commun et voilà. Ensuite, là, je te présente un peu sur ce que je pense pour un développeur junior. C'est un peu toujours la même idée de travailler seul, mais euh, en gros, un développeur junior, il va apprendre beaucoup plus vite s'il travaille dans une équipe, s'il a un maître de stage qui est très présent. Se former seul, c'est difficile. Alors, ce n'est pas impossible, mais encore une fois, il faut mettre de l'eau dans son vin, mais en fait, c'est inquiétant. Il y aura des choses à valider derrière et on peut mettre en doute un peu la formation d'un dev junior quand il a eu un stage de 6 mois ou d'1 an et même une alternance de 2 ans où il était dans un entrepôt et c'était le seul à connaître l'informatique. Tu peux bien imaginer que ce n'est pas le meilleur moyen pour un junior de progresser. Et ça encore, je l'ai vu en entretien. J'ai bien vu la différence entre ceux qui sont bien encadrés et qui travaillent sur des projets en équipe et les autres. Donc là, les questions, c'est toujours un peu les mêmes. Ensuite, il y a le développeur qui vous explique qu'il veut évoluer rapidement vers autre chose. Donc là, l'idée, c'est un développeur qui te parle uniquement de fonctionnel et uniquement de gestion de projet ou de management et qui te dit que lui, son objectif, c'est de ne plus faire de code et plutôt de manager une équipe, etc. C'est bien, mais en fait, si ton client il recrute un dev, c'est qu'il veut un dev et quelqu'un qui aime faire ça. Donc, c'est plutôt inquiétant.
Donc, il faut essayer peut-être de sonder un petit peu, encore une fois, de creuser et sur quel timing, euh, comment tu veux évoluer, comment tu vois la chose. Mais bon, voilà. Donc, les questions à poser, c'est quelles compétences souhaitez-vous développer à court et moyen terme? Comment voyez-vous votre évolution de carrière? Ces choses-là. Enfin, il y a le développeur qui ne sait pas ce qu'est des design patterns. Donc là, c'est plus une question de culture, euh, de culture du code et voilà. Parfois, les développeurs utilisent des design patterns sans vraiment le savoir parce que ça fait partie du framework qu'ils utilisent. Il y a certains design patterns qui sont mis en place, mais là encore, ce sont des indices. Ce que je te donne, ce sont des indices pour essayer de se dire, ah ça, c'est un bon développeur, je l'envoie en toute confiance chez mon client, et celui-là, oula, un peu plus mitigé. Et de toute façon, c'est pas mal. Après, il ne sait pas dire ce que sont des design patterns, il ne sait pas expliquer. Et bah, de dire à ton client. Par contre, sur les connaissances théoriques, je me pose un peu de questions. Par exemple, j'ai abordé le sujet des design patterns. Il ne savait pas trop ce que c'était. Donc, il y a peut-être des choses à creuser là-dessus. Vaut mieux faire ça, quitte à ce que le client dise, oh, bah, ça, on s'en fiche, c'est pas grave, plutôt que voilà, d'avoir la surprise. Et ça montre au client aussi que tu connais ton boulot et tu sais creuser sur les sujets techniques, même si au début, on y va un peu à l'aveugle. Et puis, c'est surtout les candidats qui nous aident, qui nous aident à monter en compétences. Mais en gros, c'est un peu ce qu'on veut éviter en se formant avant. Donc, bah, la question ou les questions, c'est simple, hein. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des design patterns et expliquez-moi ce que c'est. Voilà. J'espère que ça a été suffisamment court, suffisamment complet. C'était la fin de la vidéo. Et hop, j'essaie d'arrêter tout ça. Allez, salut!